Salut tout le monde, bienvenue au podcast Un peu de variété, le podcast qui met de l'avant la jeunesse émergente. Cette semaine, on a reçu Isabelle, une artiste à la voix incroyable et à la personnalité attachante. On a parlé de plusieurs sujets, on a parlé de sa vie en Thaïlande, on a parlé aussi de ses débuts en musique, puis on a surtout parlé de violence conjugale. Bref, c'est une conversation un peu dure à avoir, mais qui était nécessaire, puis je pense que elle serait très enrichissante pour chacun d'entre nous. Fait que bref, bon épisode. Salut Isabelle, ça va bien? Salut, ça va très bien toi-même? Ben oui, ça va très bien. Pourrais-tu te présenter un peu pour les gens qui ne te connaissent pas à la maison? Salut à la maison, je m'appelle Isabelle, je suis auteure, compositrice, interprète émergente. Cool. Fait que toi, tu fais de la musique depuis combien de temps? Professionnellement, tu sais, de dire que j'ai un salaire de ça puis que je suis capable de payer mes billes avec ça, depuis, ça fait 16 ans que je gagne ma vie de la musique. OK. Ouais. Puis comment tu as commencé dans l'industrie musicale? Écoute, je faisais beaucoup de spectacles au secondaire puis tout ça. Puis quand ça a été le temps de choisir un métier, j'essayais de trouver un plan B qui serait plus raisonnable pour m'assurer, dans le fond, d'avoir un revenu puis un salaire fixe. Puis je savais que la musique, c'était peut-être pas le bon plan si je voulais quelque chose de stable. Mais bon, j'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé quelque chose qui me plaisait autant que la musique. Fait que ça a juste fini que je me suis inscrite au cégep en musique. J'ai fait 2 ans et demi là-bas. Puis avant d'avoir terminé, j'ai eu une opportunité d'aller auditionner pour des revues musicales qui font des spectacles à l'international. Fait que moi, j'étais une petite fille de Quaticook. J'étudiais à Sherbrooke. Puis je suis montée à Montréal faire ma première audition. J'ai été pris. Puis c'est ça qui a démarré l'aventure. Je suis tombée tout de suite dans le milieu du travail. Mon premier spectacle, c'était de la tournée, c'était à Atlantic City, au New Jersey. Puis après ça, ça a continué l'Indonésie, Dubaï, Malaisie. Puis ça a continué jusqu'à l'année dernière où j'ai décidé que ça fait déjà un petit bout que je faisais de la musique en solo avec mes musiciens. Depuis que je suis revenue au Québec, dans le fond. Puis là, j'ai décidé de mettre de côté tout ce qui était justement revue musicale pour me concentrer sur mon projet de musique, de composition. OK. Fait que ça fait 1 an, là. Ça fait 1 an, je pense même aujourd'hui, que j'ai lâché ce qu'on appelle le corpo puis tout ça pour pouvoir être à 100% dans mon projet de composition. OK. Fait que c'est comme ça que les musiciens qui font pas, mettons, qui passent pas à la radio, ils font leur cage dans le fond. En faisant des corpos puis en faisant des musiques de pub, de films, j'imagine que c'est comme ça qu'ils font. Ça dépend, c'est différent pour chacun. Moi, c'est le trajet que j'ai eu. Tu sais, au début, c'était un peu... j'ai toujours voulu faire de la compo puis de faire mes propres chansons, d'écrire... Puis je me disais, c'est une bonne façon d'apprendre les rudiments de la scène puis d'avoir de l'expérience. Puis finalement, c'est comme un plan B qui a duré vraiment, vraiment plus longtemps que prévu. Puis pendant toute cette période de temps-là, pendant ces 16 années-là, j'ai eu plusieurs projets de compos qui ont un peu tombé à l'eau, des expériences avec des maisons de disques qui ont pas été concluantes non plus. Donc, j'ai eu comme un wake-up call, là, je pense 2 ans. Puis je me suis dit, aïe, j'attends encore. Je suis encore en train d'attendre après les autres pour que mon plan A se passe, pour que mes rêves se réalisent. Puis présentement, je m'enligne pour faire mon plan B jusqu'à la fin, là. Fait que je serai jamais satisfaite tant que je vais pas l'avoir fait par moi-même. Puis je me suis dit, je vais arrêter d'attendre, puis je vais juste y aller, puis je vais le faire. Puis j'ai comme une espèce de minding de me dire comme, aujourd'hui, la musique... c'est accessible de pouvoir être entrepreneur puis de le faire de façon indépendante, chose qui l'était pas il y a une dizaine d'années. C'était bien moins commun, des artistes qui n'avaient pas de label, qui n'avaient pas de maison de disques. Fait qu'aujourd'hui, en sachant tout ça, je suis retournée à l'école, j'ai étudié le milieu de la musique pour être capable d'avoir tous les outils nécessaires pour partir mon affaire par moi-même. Puis je le regrette vraiment pas parce qu'au moins là, en ce moment, j'ai la possibilité de faire ça à mon image puis d'avoir la liberté d'être ce que je suis vraiment puis de montrer ces couleurs-là aux gens. OK. Fait que dans le fond, tu te produis toi-même. Oui. Ça doit être une méchante job, par contre, pour tout ce qui est booking. Oui. OK. Comment tu arrives à gérer la créativité puis
de gérer ta carrière en même temps? Comment ça se fait? C'est vraiment tough. C'est vraiment tough. Au début, c'est pas si pire parce que, tu sais, tu commences. Fait que, tu touches un peu à tout, puis il y a rien qui est comme tant prenant que ça, tu sais. Je veux dire, tu fais pas... je sais pas, tu fais un peu de marketing, un peu de booking, un peu de comptabilité. Puis à un moment donné, ben, tu sais, ça fait quand même 2 ans que je suis rentrée dans le mode, dans ce projet-là, dans le mode compo. Puis là, les choses commencent à prendre de plus en plus d'ampleur puis d'envergure. Puis là, tu fais comme... Oh my God, OK, là, je commence à rusher. Fait que je me suis entourée d'une équipe. Tu sais, dans le fond, on dit indépendant, mais ça veut pas dire que tu es toute seule. Ça veut juste dire que t'es entrepreneur, puis c'est toi qui gères ton projet. Fait qu'il n'y a rien qui m'empêche d'engager des gens pour déléguer certains dossiers puis certains aspects. Fait que c'est un peu ça que je fais en ce moment parce que, pour vrai, sinon, j'y arriverais plus. Là. Je suis juste comme overwhelmed, débordée avec tous les aspects à gérer. Fait que, tu sais, il y a du monde, justement, qui sont professionnels dans chaque domaine. Fait que, tu sais, je fais pas tout seul, mais j'en fais une méchante grosse partie. Fait que, tu sais, j'ai essayé de trouver le moyen d'organiser mon temps pour avoir des périodes où je fais juste de la création puis des périodes où je fais juste de la business pour que les deux viennent pas nuire à l'autre. Mais non, c'est vraiment pas facile ni évident. Ouais, j'ai vu sur les réseaux sociaux que récemment, tu avais pris ta première journée de congé depuis tu sais pas combien de temps. Ça doit être épuisant travailler sa musique puis travailler pour gérer sa musique. Ça doit être... Bien, c'est pas toujours évident, surtout quand c'est les affaires plus plates, comme justement la comptabilité, puis faire des demandes de bourse, de subventions. Ça, c'est pas les parties qui, je te dirais, me passionnent le plus. Mais reste que mon projet me passionne tellement, puis je suis tellement d'envie tout ou rien, tu sais. Je veux dire, quand il y a quelque chose que je suis dedans, ben je suis dedans à fond. Fait que tu travailles, mais tu travailles pour toi. Fait que, tu sais, j'ai toujours travaillé vraiment beaucoup pour le milieu de la musique, pour mes projets, puis tout ça, mais je travaillais pour les autres, en fait. Tandis que là, pour une fois, c'est pour moi, puis on dirait que c'est vraiment plus gratifiant, puis c'est plus facile aussi de le faire. Fait que, tu sais, même quand j'ai des journées de congé, ben je pense juste à ça. Je pense juste à ma musique. Je pense à qu'est-ce que je pourrais faire pour amener ça plus loin, pour la faire, pour arriver à me faire découvrir davantage. Fait que c'est toujours un travail constant, même si tu veux prendre des journées de congé, malheureusement. Mais un des avantages de pouvoir t'autoproduire, ça doit être que tu peux faire un peu ce que tu veux avec ta musique. Ouais. Donc, j'ai vu récemment que tu avais commencé à faire des tunes en français. Ouais. Comment est-ce que ça s'est passé, ton show? Le show a super bien été. Dans le fond, le projet d'avoir des chansons en français a commencé en même temps que les chansons en anglais. Dans le fond, mon album est sorti en novembre 2019. Ouais. Puis, quand on est rentré en studio pour l'enregistrer, au départ, l'album était supposé être bilingue. Il était supposé avoir chaque chanson avait sa version franco puis sa version anglo. Puis là, quand on est rentré en studio, on a enregistré toutes les chansons en anglais. Puis quand ça a été le temps de faire les chansons en français, on les a enregistrées toutes une fois. On les a écoutées. Puis là, avec l'équipe avec laquelle je travaille, mon réalisateur, le gars qui fait le mix de l'album, on a fait comme moi. C'est bon, mais il manque encore de travail puis de peaufinement. Puis il a vraiment fallu que je sois honnête envers moi-même puis que je me dise... Mais j'étais pas 100% satisfaite des versions franco. Fait que tant qu'à ça, c'était mieux d'attendre. Fait que, tu sais, c'est moi qui prends les décisions, puis c'est ça qui est le fun. Fait que j'ai choisi de repousser ce projet-là de version francophone à plus tard, ce qui a fait en sorte que l'album est sorti seulement en anglais. Puis, il était supposé avoir des versions en français qui sortaient en avril 2020. La pandémie est arrivée. Ça a fait en sorte qu'on n'a pas pu aller enregistrer les chansons. Fait que j'ai vu ça comme un signe. Tu sais, j'avais retravaillé tous mes textes puis toutes mes chansons. Puis, je me suis dit, ben gars, tant qu'à pas pouvoir enregistrer, je vais les retravailler encore pour qu'ils soient encore plus à mon goût. Puis là, au mois de juillet, début juillet, j'ai comme fait, OK, ça y est, là. Là, sont vraiment à mon goût. Je suis prête à rentrer en studio. Puis j'avais pas eu ce feeling-là encore jusqu'à présent. Tu sais, c'était tout le temps comme, ça fait un job. Tu sais,
c'est correct, mais j'étais pas fière. Même pour les tunes en anglais? Bon, en anglais, oui. Okay. En anglais, j'étais vraiment contente du résultat. Là. Pour vrai, j'ai rien à dire. Je travaillais avec une équipe de course. Les musiciens de The Brooks qui ont joué là-dessus. J'ai eu le guitariste de Lady Gaga, David Guetta, qui a enregistré là-dessus. Le technicien de son, pas technicien de son, mais technicien de studio qui fait les albums de Marc Dupré, de Alex Godreau, Céline Dion, les deux frères. Fait que pour vrai, ça, j'ai vraiment trippé à fond sur le résultat en anglais, mais je voulais vraiment que le résultat en français arrive à égalité avec ce que j'avais sorti en anglais. Okay. Je voulais pas que ce soit une pâle copie. Ouais, une version, OK, ben elle voulait faire une version en français, mais tu sais, que ça accote pas le résultat en anglais. Tu voulais que les gens puissent autant écouter la version française que la version anglaise, puis qu'il y a des personnes qui disent « Ah non, moi, je préfère la version française. » Puis pour moi aussi, je voulais être capable de chanter les deux. Puis pas faire comme, bon, on va chanter la version en français à soir, ça me tente pas, mais, tu sais, puis de me dire que j'aime mieux la version en anglais. Là, je suis arrivée à un point où je me suis dit, OK, j'aime autant l'une que l'autre. Puis ce que je trouve le fun avec les versions francophones, c'est que j'ai tellement des messages importants puis qui me tiennent à cœur que je veux passer dans mes chansons que là, de pouvoir avoir une version en français puis de pouvoir chanter ici, ces chansons-là avec des gens qui parlent peut-être pas tous super bien en anglais au Québec, ben là, mes messages peuvent vraiment mieux passer. Puis ce qui me fait triper de la musique, c'est de la connexion avec les gens. Fait que, tu sais, quand tu abordes des sujets comme la violence conjugale, quand tu abordes des sujets comme l'acceptation du soi, la pression sociale, l'égalité de la femme, t'as le goût que le message passe. T'as pas juste le goût que les gens écoutent la toune puis que ça passe d'une oreille puis ça sorte de l'autre, tu sais. Fait que là, en juillet, j'ai vraiment senti que là, ça y était. Fait qu'on est allé enregistrer les chansons en français. Finalement, au lieu d'avoir les 6 chansons en version francophone, il y en a juste 4 que j'ai décidé de faire en français parce que je trouvais que, justement, les 2 autres se prêtaient peut-être moins à une adaptation francophone. Ceux que j'ai décidé de faire en français, c'est 2.0, Bipolar Love, Last Strike, puis Self-Talk Session, qui sont maintenant Pour toi, Amour bipolaire, Parfaitement imparfaite, et puis La dernière fois. Okay. C'est les 4 nouvelles chansons. Puis ça va sortir au mois de septembre. J'ai vraiment, vraiment hâte. Puis le confinement aussi a eu du bon, a eu beaucoup de productivité. J'étais supposée juste commencer à composer mon 2e album en 2021. Puis finalement, ben avec tout le temps qu'on avait en confinement, ben je me suis mis à écrire, puis à écrire, puis à écrire. Puis là, ça fait en sorte que le 2e album est déjà fini de composer. OK. Fait qu'on va rentrer au début 2021 en studio l'enregistrer. Fait que, tu sais, oui, ça a mis en stand-by bien des choses. Ça a été bien difficile aussi de voir tout le travail que j'avais fait pour être capable de percer en 2020. J'avais beaucoup de gros spectacles qui s'en venaient aussi, des choses qui m'auraient apporté encore plus loin dans ma carrière, puis que là, c'est mis en stand-by puis c'est remis en 2021. Fait que ça, c'était bien dur à accepter, mais au moins, malgré tout, malgré cette espèce de pause-là, ben, il y a plein d'autres dossiers qui ont avancé. Fait que je suis quand même contente d'avoir eu la pandémie pour créer puis avancer les trucs malgré tout, là. Ouais. Ben, je comprends que la pandémie, ça peut aider certaines personnes à... Est-ce que ça t'a aidé à être plus productive, à être plus créative, ou ça t'a un peu limité dans ta façon... Ben, je veux dire, si tu as composé un album au complet pendant la pandémie, ça a dû t'inspirer, mais... Ouais, ben mettons qu'on avait beaucoup de temps sous la main. Ouais. Mais il y a eu vraiment beaucoup de points négatifs, beaucoup de points positifs. Puis je pense que rendu là, on n'a pas vraiment de pouvoir sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer aussi. Ça, c'est bien stressant. On ne sait pas l'industrie de la musique, l'événementiel, la culture, qu'est-ce qui va se... Est-ce que les événements vont reprendre comme avant? Personne n'a la réponse. Et puis, à chaque fois que j'y pense, ben ça me stresse. Fait que je me dis juste, je vais regarder les points positifs. Je vais regarder ce que ça m'a apporté. Puis tout ce qui a été négatif, ben j'essaie de l'oublier. J'essaie de ne pas regarder mon calendrier de spectacle 2020 le moins possible. Des choses qui se sont pas passées ou qui n'ont pas eu lieu parce que à chaque fois, je me dis tout le temps comme si j'avais fait ce spectacle-là, peut-être que ça m'aurait apporté quelque chose, ou peut-être que si j'avais sorti mes chansons en français comme prévu au printemps 2020, ben peut-être qu'aujourd'hui, je serais rendue plus loin.
j'essaie de pas penser à ça puis de me dire, ben gars, qu'est-ce que je peux faire pour la suite? Qu'est-ce que je peux faire pour amener ça plus loin dans les mois qui s'en viennent? Puis j'essaie de pas trop regarder plusieurs mois en avant. Je regarde un mois à la fois. Je me dis, bon, ben gars, le mois prochain, qu'est-ce que je fais? OK. Puis ça va mieux de même. Mais dans le fond, moi, je pense que le confinement, mine de rien, ça a été essentiel pour chaque personne. Ça a été nécessaire. Ça a été une période d'introspection pour pas mal tout le monde. Puis j'imagine que pour toi, j'imagine que tu parles de toi dans tes musiques. Ouais. Ça a dû vraiment t'aider à pouvoir écrire plus, pouvoir faire une introspection. Ça, je dis pas que ça a dû être facile, mais ça a dû contribuer à ta créativité parce que ben, tu as plus de temps pour penser à tes ajustements, à comment tu as agi, à ton vécu. Puis moi, ça a fait ça. Ça m'a permis de faire un peu un pas de recul, puis j'ai été plus honnête avec ce que j'ai vécu. Ouais, non, totalement. T'as totalement raison. Puis des fois aussi, on est tellement, surtout dans ce genre de milieu-là, on est tellement pris dans... Ça va tellement vite. La roue tourne, puis on est toujours en train de se projeter dans ce qui s'en vient, qu'on n'a pas vraiment le temps de prendre le temps de s'arrêter puis de regarder un peu qu'est-ce qu'on a parcouru comme chemin jusqu'à date, puis de juste remettre en question un peu où on s'en va avec ça. Tu sais, on est tellement juste dans le moment présent puis dans le futur que where are you coming from, puis de réajuster le tir. Tu sais, est-ce que je veux encore m'en aller là? Tu sais, je continue de foncer, mais est-ce que c'est vraiment là que je veux m'en aller ou c'est un petit peu plus à droite? Fait que ça a fait vraiment du bien de juste comme remettre ça en perspective puis de te dire comme est-ce que c'est toujours ces objectifs-là que je veux atteindre pour ce qui s'en vient? Puis de reconnecter avec la créativité, tu as totalement raison. Tu sais, je faisais des années que j'avais arrêté, moi, de peindre, de jouer du piano, des choses que j'avais juste plus le temps de faire. Puis là, je me rends compte à quel point ça fait du bien de sortir sa créativité autrement que par ma voix, que sur scène. Ça fait du bien de juste créer pas nécessairement pour gagner ta vie, mais juste pour ton plaisir personnel. Quand, tu sais, justement, moi, avant le confinement, on faisait 3-4 shows par semaine, puis, tu sais, ça arrêtait pas. C'était tout le temps back-à-back. On fait de la route, on embarque sur le stage, on revient chez nous 2-3 jours pour se reposer, ça repart. Fait que là, t'es comme, OK, là, je peux chanter, de chanter pour moi aussi. Pas juste chanter pour gagner un salaire. De chanter pour mon plaisir personnel dans mes journées à la maison. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Là. On parle de... Tu sais, des fois, je chante dans mon char, là, mais j'avais arrêté de chanter juste pour mon plaisir personnel. J'ai toujours du plaisir sur scène, là, don't get me wrong. J'adore chanter pour les gens. Puis c'est ça qui me passionne. Mais chanter pour moi, quand est-ce que je le fais? Presque jamais. Puis là, maintenant, j'ai vraiment repris goût de juste monter des chansons qui me font triper, des artistes que j'aime, puis des chansons que je chanterai jamais devant le public, mais que je le fais pour moi, puis ça fait du bien. Toi, t'as vécu en Thaïlande, hein? Si je ne me trompe pas. Thaïlande puis Cambodge. Comment t'es arrivé en Thaïlande? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-tu une décision ou tu t'es juste... Tu t'es réveillé un matin en Thaïlande, t'es comme, qu'est-ce qui est arrivé? Je sais pas. Ben, ça faisait longtemps que j'allais faire des tournées en Asie. Okay. Dans le fond, pendant 10 ans, les 10 premières années de ma carrière, j'allais à chaque année faire 3 mois de tournée en Asie, au Maroc, à Dubaï, whatever. Puis là, dans ce temps-là, j'étais avec un band de filles avec lequel on avait un projet aussi d'original on the side. On a fait le jeu Just Dance de Ubisoft aussi. On a fait une tune là-dessus. Okay. Fait que ça allait super bien jusqu'à temps que les projets se mettent à ralentir puis ça se fonctionne pas exactement comme ce qu'on pensait. On pensait que c'était pour débloquer puis on s'était fait promettre bien des affaires puis finalement ça n'a pas fonctionné puis ça a un peu causé la fin du band, je te dirais, après 10 ans. Puis quand on a décidé que le groupe continuerait plus, que on était pour se séparer, on était en tournée en Malaisie. Puis c'était notre dernière tournée, fait que c'était le début de la tournée, on était là pour 3 mois, fait que j'ai eu le temps de réfléchir en masse, puis je m'imaginais mal retourner dans mon quotidien à Montréal, puis repartir à zéro après 10 ans
que j'avais mis tellement d'efforts, puis tellement d'espoir, puis de travail dans ce projet-là. Autant c'était mon gagne-pain, on faisait de la revue musicale, autant que c'était mon projet de compo. Puis là, tout s'écroulait, tout s'effondrait. C'était autant mes meilleurs amis avec qui c'est devenu. Mes meilleurs amis, c'est devenu comme une famille. Fait que je m'en retournais chez moi avec plus rien. Puis on dirait que je n'étais pas capable vraiment d'envisager ça. Fait que je me suis dit, ben tant qu'à retourner chez nous dans les fantômes de ce que j'ai perdu. Autant recommencer à zéro dans cet autre endroit. Je me suis dit, je vais changer le mal de place puis je vais vivre quelque chose de différent. Tu sais, je veux pas retourner dans mes vieilles pantoufles puis juste avoir le regret de ce qui aurait pu se passer. Puis voir des photos de toi en show, t'es comme... Ouais, c'est ça. J'avais rien qui m'attendait chez moi. Rien du tout. Fait que je me suis dit, ben gars, je vais vivre le trip puis je vais l'essayer. Tu sais, j'ai des amis là-bas. J'avais rencontré quelqu'un aussi pendant cette tournée-là. Je me suis dit, ben tant qu'à retourner à la maison, je vais le vivre. Je vais vivre le trip. Je vais déménager ici. Puis je vais rester ici aussi longtemps que je vais sentir que ça me convient puis que j'en ai besoin. Puis je planifie rien. Je vais recommencer à chanter. Parce que ça voulait dire aussi que je recommençais à chanter en solo, chose que j'avais pas faite en 10 ans. Fait que de se retrouver sur scène toute seule, sans mes 4 autres acolytes, c'était aussi difficile à envisager. Fait que je me suis dit, mais tant qu'à ça, je vais le faire en voyageant. Fait que je suis partie au Cambodge pendant 1 an. La première année, puis la deuxième année, je suis allée en Thaïlande. J'ai recommencé à chanter là-bas en solo. J'ai fait plein d'affaires, pour vrai, des choses que j'aurais probablement jamais pu faire ici. Comme quoi? Des pubs, j'ai joué, j'ai dansé dans des films de Bollywood. C'est cool. Tu sais, des affaires que tu dis... Mais t'aurais pu faire des pubs ici, je suis sûr. Bien, probablement. C'est juste que, tu sais, ici, il faut tellement que tu travailles pour percer dans ce milieu-là que... On dirait que si c'est pas ça que tu veux faire à 100%, ben tu dis, ça vaut-tu vraiment la peine que je mette toute cette énergie-là à essayer de me faire un nom dans cette industrie-là? Tandis que là-bas, au Cambodge, juste parce que tu viens d'ailleurs, on dirait que les opportunités sont plus faciles à atteindre. Tu sais, t'es pas comme tout le monde. T'es une étrangère à talent. Fait que... Ben, c'est ça. Il y en a pas beaucoup des jeunes qui font de la musique ou qui font whatever, là, des arts. Fait que là, il y a eu plein. J'ai été chorégraphe pour des vidéoclips cambodgiens. J'ai joué dans des pubs. Tu sais, là, les projets immobiliers qui ont des gros billboards dans la ville. Là. J'étais sur des billboards de projets immobiliers. Ben, du monde qui venait me voir et disait, on a un projet immobilier, on aimerait ça que ça soit toi la modèle pour notre campagne de pub. Puis j'étais comme... Ils disent, on va te payer. J'étais comme, OK. Cool. J'ai fait des défilés de mode aussi où j'étais payée pour être mannequin. J'étais comme, j'en avais fait ici, mais j'avais jamais été payée. Je mesure 5 et 4. Tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'ici, ma carrière, comme... Ben, je veux dire, ça t'enlève rien. Ben non, mais tu sais, je veux dire, pour faire du catwalk ou faire des défilés de mode, il faut que tu sois à peu près 5 et 7 minimum, tu sais. Puis là-bas, ben, ils sont toutes pas très grands. Fait que t'étais déjà grande pour le standard là-bas. J'étais comme, OK, on va te payer. J'ai comme, OK, whatever, je vais l'essayer, pourquoi pas. Fait que j'ai vraiment eu du fun. Jusqu'à temps que, justement, je trouve que j'avais fait le tour, puis ce que j'étais venue chercher, me retrouver, en fait. Je l'avais fait. Puis là, j'étais prête à repartir la machine puis de développer mon projet. Puis ça, je sentais que j'avais besoin de revenir chez moi pour le faire. Je m'ennuyais de la culture, je m'ennuyais du monde de chez nous. Fait que ça faisait 2 ans que j'étais là-bas. Puis là, je me suis dit, OK, je suis prête à revenir, je suis prête à repartir en neuf. Puis de commencer à regarder pour avoir un projet de composition à mon nom en solo. Au début, c'était pas le but de le faire en indépendant, c'était de me trouver une maison de disques. Puis encore une fois, j'ai retravaillé avec une autre maison de disques, puis ça m'a encore déçue, ça s'est encore pas passé comme ce que j'espérais. On essayait encore de me changer, de me mettre une espèce dans une boîte qui ne m'appartenait pas, qui était beaucoup axée sur le look, plus que sur le contenu. Okay. Donc là, j'étais comme, aïe, j'ai pas le goût de ça, man. Je suis rendue ailleurs. J'ai le goût, j'ai des affaires à dire, puis j'ai pas le goût juste d'être, tu sais, fais la belle, puis tais-toi. J'ai pas le goût de faire de la popogne, qui chante un peu, j'ai le goût de chanter. Non, man, j'avais vraiment plus le goût de ça. Puis à chaque fois que j'avais travaillé avec des maisons de disques, c'était un peu là-dedans qu'on essayait
te mettre, ouais, t'as des cheveux longs. C'est dégueulasse. Ben, c'est l'industrie. Ben, c'est pas qu'ils te forcent, mais eux autres, ils veulent que ça soit rentable. Ils voient un signe de pièce, puis ils se disent, ben, gars, looks are selling. On va tout miser là-dessus, mais moi, je veux bâtir quelque chose de solide, puis quelque chose qui va me durer à long terme. Le look, l'image, c'est éphémère. Quand tu écoutes la musique, tu le vois pas, le look. Tu t'en fous. Certaines... C'est correct, il y en a qui bâtissent toute leur carrière là-dessus, mais moi, je me sentais pas à l'aise, puis j'ai le goût de faire de la musique pendant vraiment longtemps, puis quand tu es prisonnière de ton image, puis que toute ta carrière, tu l'as bâtie sur ton sex appeal ou ton look, ben t'es prisonnier de ça. T'engraisses un peu, tu te le fais dire. Tu vieillis, tu te le fais dire. Puis là, on te tasse, c'est quelqu'un d'autre de plus jeune qui prend ta place. J'ai pas le goût de ça. Moi, je fais de la musique, j'ai des choses à dire. Puis ce qui me fait triper, c'est la connexion avec les gens et non de me faire dire, de me faire regarder, puis j'aimerais ça être elle, ou elle est tellement cute. Ou... Premièrement, moi, c'est pas comme ça que je me vois. Puis c'est vraiment pas là-dessus que j'ai le goût de bâtir mes affaires. Fait que j'ai le goût d'être libre. J'ai le goût d'être libre de dire ce que je veux aussi, parce que souvent, ce que j'avais à dire quand je travaillais avec des labels me disait ça clash avec l'image qu'on veut te donner. Nous autres, on veut te donner une image de... qui est vraiment... La belle fille parfaite. C'est ça. Puis là, après ça, toi, tu vas parler des enjeux sociaux. Tu vas parler... T'es sur scène, puis là, t'as du torque. Puis, tu sais, t'es pas... comment je pourrais dire ça? T'es pas... Pas douce. Ouais, je suis pas douce. Ben, tu m'as vu sur scène. Tu sais, je suis pas... T'es primé, t'as de l'énergie. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, je suis pas... T'es pas la gentille. Ben, t'es pas le... pas que t'es méchante, mais t'es pas le stéréotype de la fille douce qui parle pas trop, puis qui est gentille. Mais j'ai pas le goût d'être vide. Ouais, non, mais c'est tant mieux. Puis j'ai pas le goût de jouer à ça non plus pour essayer de rentrer dans le système, rentrer dans la boîte, rentrer dans l'industrie. J'ai le goût de miser sur ce que j'ai à dire, puis que ce soit ça ma porte d'entrée, que ce soit ça mon branding, parce que c'est ce que je suis. Puis j'ai le goût de chanter pendant longtemps, puis pas qu'on me dise comme tu réussis juste parce que t'es cute. C'est ça, tu sais, c'est jamais... C'est pas comme ça que j'ai été élevée, c'est pas comme ça que ça se passe d'où je viens. Fait que... Oui, c'est cool, l'apparence. Oui, c'est un accessoire. Oui, c'est un emballage. C'est comme n'importe quel produit. Tu sais, tu veux attirer les gens. Ben, tu sais, ce qui est important, c'est le contenu. Mais tu vas quand même mettre un peu de marketing sur le contenant. Moi, je trippe à m'exprimer avec mon look, oui, mais j'ai pas le goût que ce soit la seule chose que j'ai à dire puis la seule chose que j'ai à offrir. C'est vraiment loin de là. Fait que c'est pour ça que ça clashait un peu avec les labels avec lesquels j'ai travaillé. Fait que je me suis dit, tant qu'à faire, je vais les mettre, mes cartes sur table, je vais les mettre mes couleurs, je vais la créer, ma boîte. Puis un coup qu'elle va être créée, si un jour je veux travailler avec un label... ma boîte, elle va déjà exister, les gens vont déjà la connaître, puis ils n'auront pas le choix de travailler avec ce que j'ai bâti. Ils n'auront pas intérêt non plus à le changer parce que c'est comme ça que les gens vont me connaître. Fait que je me suis dit, c'est vraiment une belle liberté, puis ça vaut toutes les heures de travail, de travailler indépendant, puis de faire tout par soi-même, d'aller chercher chacun des collaborateurs, chacun des personnes de l'équipe avec qui tu travailles, parce que quand tu travailles avec un label, ils t'imposent leur équipe. Fait que ça se peut que je sais pas, la personne qui s'occupe de ton marketing ou ton stylisme, tu t'entendes pas bien avec, puis t'as pas les mêmes points de vue, mais c'est pas toi qui l'as choisi, puis t'as pas le choix de travailler avec. Moi, j'ai le goût que chaque personne avec qui je travaille, je trippe à travailler avec eux autres, puis que ça clique, puis que ça connecte, puis quitte à prendre plus de temps à les choisir, puis à faire ce dossier-là pendant plus longtemps. Tu sais, si je trouve pas quelqu'un, exemple, tu sais, là... J'ai nouvellement un pisteur radio avec qui je travaille. Bien, il a fallu que j'en rencontre plusieurs. Qu'est-ce que ça fait, ça? Un pisteur radio, c'est ceux-là qui
qui font le lien entre les artistes puis les stations de radio pour soumettre les chansons à la programmation. Fait que, tu sais, un artiste, c'est vraiment difficile de, par soi-même, aller cogner à chaque station de radio puis essayer de pitcher tes chansons. Il y a du monde que c'est ça leur métier dans la vie. Puis eux, ils ont les contacts nécessaires pour pouvoir faire en sorte que ta chanson se rende aux bonnes personnes, vers les bonnes radios pour le style que tu fais. Donc, ça a pris plusieurs essais, plusieurs rencontres, c'est du shopping, tu magasines, puis à un moment donné, tu fais comme, OK, ouais, là, ça clique, on a la même vision. Tu sais, au pire, t'attends plus longtemps, mais tant qu'à faire affaire avec des gens qui ont peut-être pas la même vision que toi ou la communication, la connexion est pas 100% là, j'aime mieux attendre parce que je suis pas pressée. Je suis pas pressée. Il y a bien du monde qui me disent comme, tu dois avoir hâte d'avoir du succès. Dude, j'ai déjà du succès. Pour moi, du succès, c'est de réussir mes objectifs, c'est d'avancer, puis d'avoir réussi à avoir mes propres chansons, puis qui sonnent comme à mon goût, puis qui sonnent comme je le veux, puis de réussir à chanter mes chansons devant le public. Man, j'ai réussi, là. Fait que le reste, c'est juste de continuer à avancer, puis d'aller plus loin, puis c'est tout, là. Fait que dans cette optique-là, moi, je profite du voyage, puis chaque étape me fait triper, puis chaque étape est importante. Fait que je pense que rendu là, ben le succès, c'est la vision puis la définition que t'en as. Parce que de toute façon, des projets, des étapes, des buts, il va toujours en avoir un. T'en atteins un, il y en a un autre qui t'attend. Fait que si tu travailles que pour des buts, t'es toujours insatisfaite. Tandis que si tu travailles pour des petits moments, des petits plaisirs, si tu travailles pour un voyage, un journey, ben chaque petite étape te remplit de bonheur puis te fait triper, puis ça fait en sorte que ça te donne du gaz pour continuer, parce que si tu as juste un ultime but puis que c'est la seule chose que tu focuses, mais ça se peut que tu sois déçu, parce que on va se le dire, le milieu de la musique, c'est une panoplie de non et de non et de non et de non. Puis la différence entre quelqu'un qui réussit puis quelqu'un qui réussit pas, c'est ta capacité à être capable d'encaisser les refus, les non, jusqu'à temps que tu aies un oui. Parce que la journée que tu as un oui, là, les oui commencent à se collectionner. Puis ça va mieux, mais ça prend un oui. Mais avant le premier oui, il y a peut-être un millier de non. Puis ça n'a même pas rapport avec si tu as quelque chose de bon à offrir, si ton produit il est de qualité. Des fois, c'est juste mauvais timing, pas un bon match. Puis il faut juste que tu attendes de trouver la bonne personne qui va justement voir le potentiel dans ce que tu fais puis qui va te dire « Ouais, on le fait, let's go ». Fait que c'est tough, man. Les noms, là, souvent, t'appliques pour des subventions, t'appliques pour des bourses, t'appliques pour des shows, puis malheureusement, on n'a pas retenu ton spectacle, on n'a pas retenu ta demande, puis t'es comme, calique, OK, on continue, on recommence, on lâche pas, mais ça fait partie de la game, puis si c'était juste tout le temps, oui, instantané, tu sais, c'est un peu ça qu'on nous montre. Ça perdrait sa saveur. Ben oui, puis je pense que ça fait partie de la vie, puis c'est pas juste le milieu de la musique qui est comme ça, c'est dans n'importe quoi qui en vaut la peine. C'est comme ça. Si tout le monde pouvait avoir, en claquant des doigts, ce qu'il veut, ben tout le monde le ferait, tu sais. Puis il y aurait plus de valeur dans ce qu'on fait. Fait que, non, je me dis une chose à la fois, puis déjà là, si je regarde juste la dernière année depuis ma sortie d'album, je suis super contente de ce qui s'est passé. Juste d'avoir pu travailler avec l'équipe avec laquelle j'ai travaillé pour mon album, ça dépasse toutes les attentes que j'avais, puis ça me dit que j'ai bien fait d'attendre. J'ai bien fait d'attendre, de choisir les bonnes personnes, puis je continue d'abonder dans ce sens-là, puis de ramer. Il y a quelque chose de beau qui s'en vient, puis pandémie, pas pandémie, on va passer au travers, puis on va être capable de continuer à rouler notre boss en tant qu'artiste. Moi, j'aimerais qu'on vienne un peu. Tu dis que tu as commencé ta carrière musicale, ça a quand même très bien commencé. Tu as commencé en faisant des tournées. Ouais. Comment tu as découvert que tu chantais bien? Comment est-ce que. Parce que c'est. Moi, je fais de la musique, puis comme.
j'aimerais ça pouvoir chanter, mais je sais pas si je chante bien. Je suis tout seul dans mon sol. Je sais pas. C'est... Comment tu te rends compte de ça? Je vais être vraiment honnête avec toi. J'ai voulu chanter vraiment avant d'être capable de chanter bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Genre, quand ta voix avait pas mué? Ben, il y a du monde qui naissent avec un talent inné. Ouais. Là. Tu fais comme... Définitivement. Ils ont 3 ans, puis ils chantent, puis t'es comme « Oh, shit! » Pas qu'ils ont une belle voix parce qu'à 3 ans, t'as pas mué, mais ils ont un contrôle, Ouais, ils ont des bons reach. C'est naturel. T'sais, moi, c'est plus l'amour de la scène que j'avais, je te dirais. J'aimais danser, j'aimais chanter, j'aimais être sur scène. Puis c'est vraiment ça qui m'a poussée à travailler ma voix, la danse. Mais comment on travaille sa voix? Comment on la travaille? Tu pratiques, tu prends des cours. OK. Fait que c'est un peu ça qui m'a poussée à aller vers là parce que je tripais vraiment à être sur scène. Puis j'étais pas nécessairement à un très jeune âge. Tu sais, j'avais plus beaucoup de détermination puis beaucoup de guts que du talent, à mes yeux, à moi. En tout cas, quand je regarde, mettons, des trucs de quand j'avais 4-5 ans, c'est comme, OK, ouais, la petite, elle veut, tu sais, puis elle veut. Puis je tripais vraiment plus sur juste être sur scène. Le feeling d'être sur un stage. Puis encore aujourd'hui, c'est ce qui me tient. Je pourrais pas... Tu me dis demain matin, on fait plus de spectacle, puis tu fais juste aller en studio, puis t'as pas le contact avec le public. Moi, c'est ça qui me fait triper. Fait que je suis pas sûre que je continuerai à faire de la musique si c'était ça la nouvelle réalité. Mais je tripais tellement à être sur un stage, puis je tripais tellement à composer, créer. Je dansais, je dessinais, je veux dire, j'essayais de jouer du piano, je chantais, puis toutes les façons possibles pour pouvoir être créative, je les prenais. Tous les moyens possibles. Puis c'est ça qui m'a poussée à vouloir justement perfectionner les différents aspects de l'art auquel je touchais. Fait que j'ai pris des cours de danse, j'ai pris des cours de chant. Je suis allée au cégep en musique, en chant aussi. T'es allée où? À Sherbrooke. Ah, oui, c'est vrai, tu l'avais dit. Oui. Puis c'est ça qui a vraiment fait, je te dirais que c'est plus ma détermination qui a fait que j'ai réussi à peaufiner ces talents-là pour être capable d'en faire un métier parce que c'était pas acquis, c'était pas inné. Fait que, en même temps, je trouve que c'est un beau cadeau parce que quand tu es habitué à un très jeune âge d'être obligé de travailler pour avoir ce que tu veux, puis que ça te vient pas naturel, puis tout cuit dans le bec, sans que tu aies besoin de bûcher, on dirait que ça donne tellement des outils pour le futur, pour être capable justement de passer à travers n'importe quelle situation, n'importe quel truc que tu dis, OK, j'ai pas les capacités pour le faire, mais je veux. Puis la détermination de le faire, bien, je vais le trouver le moyen d'être capable d'acquérir les connaissances puis le savoir pour pouvoir passer au travers puis me donner les outils pour y arriver. Fait que ça a été le plus beau des cadeaux, je te dirais, de pas avoir justement une voix de Céline Dion, puis pas... Avoir à travailler, ça te permet de te forger. Il a vraiment fallu que je travaille, je te dirais, là, puis c'est ça, ma voix était pas fantastique, puis encore aujourd'hui, je considère pas que je suis une chanteuse à voix, tu sais, je suis pas une Ariana Grande, je suis pas une Lara Fabian, je suis pas une Demi Lovato, là. Mais pour moi, ma voix, c'est mon moyen préféré pour être capable de m'exprimer, pour être capable de créer. Puis j'ai une voix je suis vraiment reconnaissante de la voix que j'ai parce que je trouve qu'elle est unique, puis parce que je trouve qu'elle me permet justement de m'exprimer, puis d'exprimer ma créativité, puis de connecter avec les gens. Puis tu sais, avec les années, j'apprends à l'apprécier, puis à l'accepter telle qu'elle est, parce que pendant longtemps, tu sais, tu travailles puis tu te dis, comment ça se fait que je suis pas capable de chanter justement comme Ariana Grande, tu sais. Puis là, tu te dis, ouais. Mais tu te sais des objectifs qui sont inatteignables. C'est ça. Faut pas que tu dises, OK, je veux chanter comme là, tu dis juste, moi, je veux bien chanter. C'est ça. Je veux chanter mieux que maintenant. C'est exactement. Tout ce que je veux. Puis aujourd'hui, je suis vraiment consciente puis contente des capacités que j'ai. Je veux dire, ma voix
je connais ses limites, je connais qu'est-ce qu'elle peut m'apporter, puis je connais jusqu'où je peux la pousser. Puis maintenant, j'utilise ces richesses-là à mon avantage au lieu de travailler contre justement l'outil que j'ai, l'instrument qui m'a été donné. Fait que non, c'est plus un complexe aujourd'hui. C'est plus, je regarde plus ma voix en me disant comme qu'est-ce que je suis pas capable de faire. Je regarde qu'est-ce que je suis capable de faire, puis je suis vraiment fière de ce qu'elle est capable de me permettre d'accomplir. Puis ça fait 16 ans que je gagne ma vie avec, là. C'est quand même pas rien, là. Tu sais, d'être capable, t'as pas d'autres revenus, tu fais juste de la musique. Puis c'est ça qui te permet de payer ton loyer puis tes bills. Man, ma voix, je la remercie infiniment. Puis surtout d'avoir tenu le coup jusque-là, parce que ça n'a pas été tout le temps des conditions faciles dans lesquelles on performait. Fait que, tu sais, des places où le son est pas bon, tu t'entends pas, tu joues dans des bars. Pour vrai, aujourd'hui, j'ai rien à dire contre ma voix. Mais étant donné que toi, tu t'autoproduis, j'imagine que, étant donné que tu as recommencé à peindre, est-ce que ça te dirait, admettons, de peindre le cover de ton prochain album? Peut-être. Ou est-ce que ça te tenterait de vendre tes toiles? Parce que moi, j'ai trouvé ça belle. J'ai commencé à vendre mes toiles. Je vais t'en acheter une, parce qu'elles sont vraiment belles. Ouais. Mais merci. Écoute, c'était... Ça, pour vrai, j'avais vraiment peur parce que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas touché à ça. Puis, à ma grande surprise, les 2 premières toiles que j'ai faites se sont vendues super rapidement. Fait que je suis comme, OK. Ben, puis ça m'aide à... De ce temps-ci, tu sais, avec toute l'incertitude envers laquelle on fait face, je trouve ça bien stressant. Fait que, tu sais, le soir, je mets Netflix, je peins. Puis je me suis rendu compte à quel point ça me faisait du bien, justement, pour déstresser. Je suis pas quelqu'un de stressé dans la vie, mais là, le fait que c'est tellement incertain puis on peut pas planifier bien longtemps d'avance, on dirait que ça me démange puis je pense juste à ça. Fait que ça m'aide de pouvoir canaliser ça à travers. Là. Ça fait des drôles d'affaires, des fois, je te dirais, dans la peinture, là. Mais ça montre un peu mon état d'esprit, justement, que tout est comme... Tout s'entremêle en ce moment puis que c'est comme... un débordement de créativité qui est là puis qui a besoin de sortir. OK. Ouais. C'est cool. Mais le débordement de créativité, tu l'as transcrit aussi par tes textes, en parlant de sujets comme, mettons, la violence conjugale. Je sais que tu en as vécu. Ouais. Comment c'était de vivre une situation comme ça? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je te dirais que... Es-tu à l'aise d'en parler? Ou... Oui, okay. Super à l'aise d'en parler. Vraiment. Sinon, j'aurais pas osé écrire une chanson là-dessus. Ça a été le premier pas dans devenir à l'aise d'en parler, je te dirais. Puis ça a fait un plus grand bien de pouvoir justement m'exprimer à travers une chanson sur quelque chose qui était autant tabou. Puis je te dirais que quelque chose que j'avais honte de moi-même pendant longtemps, de m'avouer que je me suis fait avoir, tu sais. Je suis restée dans une relation comme ça, puis jamais j'aurais pensé que, me connaissant, puis le genre de personne que je suis, tu sais, je veux dire, je suis pas du genre à me laisser marcher ses pieds. T'as du guts. Comment ça se fait que je me laisse marcher ses pieds, ouais. puis que je me laisse contrôler comme ça? J'étais vraiment déçue de moi-même, je te dirais, puis ça a été quelque chose pour lequel j'ai eu honte pendant longtemps, c'est d'admettre que je m'étais faite avoir un peu dans ce genre de relation-là, puis que j'avais resté aussi longtemps. Ça a quand même duré 2 ans. Puis pendant longtemps aussi, j'avais un peu ce jugement-là, c'est un peu la raison pourquoi je veux en parler dans mes chansons. C'est que j'ai eu longtemps le jugement de me dire... Ça m'arrivera jamais. Ben ça m'arrivera jamais, puis je voyais des filles à qui ça arrivait, puis je me disais, ben voyons donc. Va-t'en, juste va-t'en. Voyons donc, tu restes là, tu sais, clairement, tu sais, il est pas correct, le gars, là. Reste pas dans une relation de même, laisse-les. Puis c'était comme tellement simple dans ma tête, puis je me disais comme, tu peux-tu me croire que s'il y a quelqu'un qui commençait à me manquer de respect de même dans une relation, ça prendrait pas bien longtemps que je sacrerais mon camp. Puis finalement, ça m'est arrivé à moi. Puis ça a été une grosse prise de conscience de me dire, OK, la violence conjugale, c'est vraiment pas
l'image qu'on a de la violence conjugale. Tu sais, on a dans notre tête, ben OK, la fille se fait frapper, le gars il est violent, puis là, elle retourne, elle pardonne, puis ça arrive pas du jour au lendemain, la violence conjugale. Ça commence par quelqu'un qui est manipulateur puis qui est bon dans ce qu'il fait, dans la manipulation. Puis c'est quelque chose qui s'installe vraiment sneaky. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis qu'il est manipulateur? C'est qu'il essaie de contrôler ce que toi, tu fais? Bien, en fait, la violence conjugale, tu sais, après avoir vraiment pris le temps de faire la paix avec ça, avec moi-même, puis de lire beaucoup là-dessus, puis d'en parler, partout, ce qu'on m'a dit, c'est que c'est vraiment, à la base, c'est pas quelqu'un qui est violent. C'est quelqu'un qui a besoin de contrôler. C'est quelqu'un qui est contrôlant. C'est pas quelqu'un de foncièrement mauvais, c'est juste qu'il y a un besoin de contrôler l'autre personne. Puis c'est souvent... C'est instinctif, ça doit pas être un choix. Ça vient de souvent l'enfance ou des trucs que la personne a vécu où elle a peut-être eu l'impression qu'elle a manqué de contrôle ou qu'elle s'est fait contrôler. Puis là, par la suite, instinctivement, quand la personne se retrouve dans une relation, elle veut pas que ça y arrive encore. Elle a besoin d'avoir le dessus, de contrôler, puis que l'autre personne soit un peu... de dominer, que l'autre personne soit tout le temps en dessous, puis de rabaisser. Fait que c'est souvent ça qui arrive, puis c'est des choses qu'on sait pas. Puis en 2020... croyez-le ou non, on pense souvent que c'est le genre d'affaires qui arrivait dans le temps de nos grands-parents. Le père de famille, c'était le boss, puis la mère avait d'affaires à écouter, puis de rester à la maison. Ouais. La culture du patriarcat, ça date juste des années 20. C'est plus le cas maintenant, mais c'est encore le cas, je veux dire. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de violences conjugales. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est plus tabou. Dans le temps, je pense que c'était aussi tabou. Un homme qui levait la main sur sa femme... C'était comme, elle écoute pas, tu sais, ou je sais pas, quand dans le temps de nos arrière-grands-parents puis nos grands-parents, c'était plus accepté. Là, aujourd'hui, ça l'est moins, ce qui fait que ça devient de plus en plus tabou. On est dans une culture où on est beaucoup sur le paraître, les médias sociaux. On veut toujours montrer que tout est beau, tout le monde a donc bien une vie palpitante, tout va donc bien. Fait que c'est encore plus difficile de parler de ces choses-là, puis c'est encore plus difficile d'admettre ces choses-là. On veut pas que ça apparaisse, on veut pas en parler. Fait que on dirait qu'on se rend pas compte que c'est si présent. Puis en parlant autour de moi, crois-le ou non, dans toutes les filles que je côtoie, presque toutes, on a déjà vécu ça, puis on se l'était jamais dit. Fait qu'on parle de peut-être une vingtaine de filles avec qui j'ai parlé. Puis jusqu'à temps que tu ouvres la conversation puis t'en parles, il n'y a pas personne qui est fier de dire « Ouais, je me laissais faire, je me laissais parler comme de la merde, je me laissais pousser, je me laissais contrôler j'avais pas le droit de sortir, je me laissais faire regarder mon téléphone, je me laissais faire contrôler tout mon argent, puis j'avais pas le droit de dépenser ce que je voulais parce que c'est lui qui contrôlait, j'avais pas le droit de mettre ce que je voulais. » Il n'y a pas personne qui est fier de dire ça. Puis jamais j'aurais pensé que moi, c'était pour m'arriver parce que justement, j'ai une personnalité forte, je me laisse pas piler dessus. Puis à un moment donné, la personne est super beau parleur. Puis ces gens-là ont le don de faire en sorte que tu te sentes comme une princesse. Fait qu'autant ils te font sentir comme une merde que quand ils te font pas sentir comme une merde, ils te font sentir comme si tu étais le centre de leur univers. Fait que c'est un peu ça, c'est une roue qui tourne. Puis tu te rappelles toujours à quel point... C'est des montagnes russes qui descendent très bas, mais qui montent très haut. Tu te dis, il m'aime vraiment. Ben là, c'est parce qu'il était pas de bonne humeur aujourd'hui. Puis peut-être que je l'ai... C'est peut-être de ma faute. C'est ça. Puis il te fait sentir que c'est de ta faute. Puis tranquillement, pas vite, il se met à contrôler tous les aspects de ta vie. Puis là, tu deviens juste une ombre. Tu deviens tellement que tu marches sur des œufs pour pas le trigger, pour pas le fâcher ou le faire déclencher dans ces sautes d'humeur, que t'es même plus toi-même.
Puis tu te raccroches toujours à ces moments-là où ça va, quand ça va bien, ça va tomber bien, mais c'est pas normal. Tu restes pas toi-même, tu te mets en mode safe space, Ouais. puis Puis une relation normale, tu sais, je veux dire, c'est beaucoup plus comme ça, avec des variations. Oui, tu sais, des fois, ça va vraiment bien, mais tu sais, c'est rare que ça descend bien bas puis bien haut. Mais avec une relation de pouvoir comme ça, c'est toujours dans le tapis ou vraiment dans la cave, là. Fait que, tu sais, ça fait en sorte que, là, on dirait que t'as perdu toutes tes barriers, t'as perdu toutes tes... T'es comme désorienté. T'as plus de référence, t'as plus de repères. Puis moi, pour ma part, j'en ai vécu quand j'étais loin de toutes mes amies, de ma famille. J'étais en Asie dans ce temps-là. Ça doit être horrible, ça. Ben, tu te sens tout seul en tabarouette. Tu te sens... Puis tu veux pas non plus en parler à ta famille puis tes amis parce que tu veux pas qu'ils s'inquiètent. T'es loin. Tu veux pas qu'ils te disent. Mais tes amis là-bas? Tes amis là-bas? J'avais des amis là-bas, mais en même temps... Est-ce que c'était plus standardisé en Thaïlande? En Asie que des situations comme ça? Non, tu sais, le gars que je fréquentais, c'était pas un Asiatique, là. OK. C'était un Westerner, c'était un Caucasien, là. Donc, OK. ça avait vraiment pas rapport avec ça. C'est vraiment... Cette personne-là avait besoin de me contrôler. Puis je m'en suis pas rendu compte assez rapidement. Puis quand je m'en suis rendu compte, il était comme trop tard. La personne contrôlait tous les aspects de ma vie, autant financier que émotif, que psychologique. Puis j'en étais même venue à penser que, ouais, c'est peut-être vrai, c'est peut-être moi qui fait en sorte qu'il perd patience ou... Fait que quand tu vivais la relation comme au jour le jour, est-ce que tu sentais qu'il y avait un contrôle ou est-ce que tu le laissais aller parce que tu l'aimais tellement? Bien, c'était même pas que je l'aimais tellement, c'est que j'ai comme appris à me dire, si je ferme ma gueule, ça va durer moins longtemps. Puis c'est triste de même, là. À un moment donné, ça arrivait de moins en moins souvent, mais c'est pas parce que ça allait mieux, c'est vraiment parce que j'ai compris que moins je m'ostinais, même si c'était pas de ma faute, moins ça durait longtemps. Fait que j'attendais que ça passe. J'étais devenue comme une spectatrice de ce qui se passait. Fait que ça a fait en sorte que je suis restée plus longtemps. Puis en même temps, il y avait tellement de choses en jeu. Tu sais, si je le quittais, ça voulait dire que je m'en retournais au Québec. J'étais-tu vraiment prête à retourner Comment au ça? Québec? Bien, parce que je voulais pas rester là toute seule non plus. Tu sais, je veux dire, j'avais pas le goût de continuer ma vie puis de la repartir à zéro, mais en étant toute seule en Asie, je me sentais pas en sécurité d'être toute seule non plus là-bas. Fait que non, je trouvais ça bien... ça me faisait vraiment réfléchir. J'y ai pensé vraiment pendant longtemps. Puis on dirait que à chaque fois que je me disais, OK, c'est fini, ça allait tellement bien. Ça allait tellement bien. Fait que je me disais, ah ben... Ça te faisait oublier quasiment les bras? Pourquoi? Pourquoi je voulais m'en aller? Tu sais, pourquoi je voulais m'en aller? Ça va donc bien bien en ce moment. Puis quand ça allait bien, ça allait vraiment bien. Fait que c'est quand je suis revenue ici que là, j'ai retrouvé comme mes points de repère. Puis là, j'avais des trucs avec lesquels comparer. Tu sais, si ça s'était passé ici, peut-être que je m'en serais rendu compte plus rapidement parce que j'aurais pu comparer avec ma vie d'avant, mes anciennes relations. Mais là, j'étais complètement ailleurs, dans une autre vie. Mon mode de vie était vraiment pas pareil comme il l'était ici. Fait que je me suis dit, il me disait qu'il était protecteur parce qu'on était ailleurs, en Asie, puis qu'il se sentait responsable de ma sécurité, ce qui était quand même vrai parce que c'est vraiment moins safe habiter là-bas que ça l'est ici. Tu sais, je veux dire, je me promenais pas nécessairement toute seule dans la rue après 9 heures. Là, tu sais. À Montréal non plus, je connais beaucoup de filles qui... Ouais, ça dépend où là. Tu sais, il y a des endroits où tu te promènerais pas après 9 heures toute seule. Là. Parce que j'en jasais souvent avec mes amies filles, puis j'étais comme, mon Dieu, mais vous êtes tellement courageuses, les filles, comme Montréal, la nuit, c'est dangereux. Comme, il peut se passer des choses. Il y a du monde, il y a des gens mal intentionnés qui peuvent rôder les rues. Comme, mettons, même si tu n'habites pas à Montréal, mettons, si tu habites sur le bord de la mer, le soir, ça fait peur. Il y a des malades là à ce moment-là. Ben, pas des malades, mais je veux dire, il y a des personnes qui sont pas toutes là ou qui ont des idées un peu tordues. Tout le temps que tu sois plus prudente, mettons. C'est dégueulasse. Pourquoi est-ce que moi, j'ai pas besoin de me soucier de ça? C'est horrible. Juste parce que c'est juste que la différence avec l'Asie, c'est que là-bas, t'es comme un... Comment je pourrais dire ça? T'es une minorité visible. Ouais. Puis t'es une minorité visible qui rime avec prospérité. Donc,
sais, ici, c'est plus ta sécurité en tant que femme, je te dirais, tandis que là-bas, même si t'es un homme, tu sais, tu te promèneras peut-être pas dans un petit coin noir le soir parce que t'es blanc, eux, ils savent, mais ils savent que tu fais plus d'argent qu'eux. OK. Puis ce qui est vrai, en fait, parce que, tu sais, nous autres, notre argent vaut beaucoup plus là-bas. Nos salaires sont plus élevés que leurs salaires même à là-bas? eux autres. Même là-bas. OK. Donc, surtout, mettons, au Cambodge. Tu sais, là-bas, au Cambodge, tu peux même pas te promener avec ton cellulaire, si c'est un iPhone, en public. Pourquoi? Parce que pour eux, ce que tu tiens dans tes mains, c'est à peu près, je sais pas moi, C'est un mois de 6 salaire. mois de salaire. Là. Fait que, ils sont tellement pauvres que ils s'en foutent là, d'aller en prison parce qu'ils ont pris ton cellulaire. Ils sont prêts à prendre le risque. Un instant de richesse. Ils sont prêts à prendre le risque. Tout d'un coup, qu'ils se font pas pogner. Là, ils ramassent ton cellulaire, mais tu sais, je veux dire, t'as-tu vraiment le goût de te faire tabasser pour un cellulaire? Fait que là-bas, en Thaïlande, c'était moins pire, mais au Cambodge, c'est très, très, très pauvre. Là. Ils ont eu le génocide il y a quelques années avec Pol Pot, puis tout ça, qui a vraiment détruit l'économie. C'est devenu un pays qui est complètement en reconstruction, si on veut. Là. C'est une génération complète qui a été quasi effacée. Là. Donc, là-bas, il faut juste que tu sois extra careful. Puis c'est le premier pays qu'on a fait là-bas. Fait que je me disais... C'est pour ça que t'es allé en Thaïlande après? Parce que c'était un environnement trop hostile? Pas nécessairement. Dans le fond, c'était plus aussi pour vivre quelque chose de différent. On se promenait. Lui aussi travaillait là-bas. Fait que on se promenait un peu partout au fil des contrats qu'on avait. Mais je te dirais que le Cambodge, autant c'était merveilleux, puis qu'il y avait tellement de belles opportunités, puis j'ai rencontré tellement plein de personnes formidables que pour la sécurité, c'était rock and roll. Autant sur la route, il y avait beaucoup d'accidents de la route à chaque jour. Fait que c'était moins sécuritaire, je te dirais. Fait qu'au début, ils mettaient ça sur le dos de ma sécurité, ma protection, puis j'étais comme... Moi, je suis une femme indépendante, puis je suis pas habituée de me faire dire quoi faire. Fait qu'au début, je disais, hey, tu sais, arrête de me dire quoi faire. Puis là, il me disait, ouais, mais tu sais, c'est pas safe ici, là. On n'est pas au Québec. S'il t'arrive quelque chose, là, qu'est-ce qui va se passer? Là, ta mère, elle va m'appeler, puis ça va être la faute à qui? C'est qui aura pas pris soin de toi? Vous vous connaissiez avant de partir en voyage? Ben non, mais tu sais, je veux dire, si jamais il m'arrive de quoi, quand même, Ouais. tu sais, je veux dire, qui va être pointé du doigt? Fait que, tu sais, il me disait, faut que tu comprennes, là, que... Tu sais, ta sécurité, je l'ai à cœur. Fait que j'étais comme, ah, OK, ouais, t'as raison. Mais finalement, tu sais, avec le recul, je me suis rendu compte que c'était vraiment le début de cette prise de contrôle-là, tu sais. Alors, je veux pas que tu travailles. Mon salaire est capable de couvrir notre mode de vie puis tout ça. Tu peux faire quelque chose, mais tu sais, je veux pas que tu te trouves une job, là, blablabla. OK, bon... T'sais, on n'est pas venu ici pour travailler, là. T'sais, moi, je travaille, mais toi, reste à la maison, puis prends soin de toi, fais-toi du fun. Mais là, au début, t'es comme, travaille sur ta musique. T'es comme, OK, bon, ben, il y a Je veux que je m'occupe de moi, c'est dommage gentil. Ben, c'est ça. Puis finalement, tu te rends compte que, OK, ben là, finalement, j'ai aucun pouvoir sur l'argent que j'ai, l'argent que je... T'sais, c'est lui qui me donnait de l'argent que je pouvais dépenser, mais j'avais jamais connu ça, puis j'étais pas à l'aise avec ça. Mais à un moment donné, tu fais juste comme... Ben c'est comme ça, tu sais. Oui, c'est vrai qu'il fait vraiment plus d'argent que moi, tu sais, puis il veut que je travaille sur ma musique. Fait que t'es comme, bon, il a vraiment mon bien à cœur, tu sais, mais finalement, la journée que t'as le goût de t'en aller puis prendre un billet d'avion, tu fais quoi? Si c'est lui qui te donne l'argent, tu peux pas... Tu sais, la journée que tu décides qu'il a pété sa coche puis tu as le goût d'aller dans une chambre d'hôtel pour la nuit parce que il voit noir puis il voit plus clair puis tu as peur, tu fais quoi? Comment tu t'en es sorti, toi? Ben, je faisais des shows. Ouais. Quelques shows par-ci, par-là, puis ça me payait. Mais tu sais, c'est sûr que ça payait jamais autant qu'ici parce que l'économie est beaucoup plus... Les salaires sont beaucoup plus bas là-bas. Puis vu que je travaillais avec les gens de la place, ça a fait en sorte que, tu sais, oui, j'ai ramassé de l'argent, puis j'avais de l'argent tranquillement, pas vite, mis de côté. Puis j'avais encore des paiements aussi ici. Fait que, tu sais, je payais ma carte de crédit, je payais mes paiements qui me restaient à Montréal. Je n'en avais pas beaucoup, mais quand même, il fallait que je paye ça. Puis un coup que ça a été payé, mais là, j'ai commencé à avoir un peu d'argent de côté. Puis je me suis mis à me rendre compte que
ça me faisait du bien d'avoir ça parce que je me disais, j'ai une porte de sortie. Puis là, à chaque fois que j'avais des moments toute seule, je regardais des billets d'avion. Je regardais... je me mettais à penser à qu'est-ce que j'allais laisser là, qu'est-ce que j'allais apporter, ramener à la maison. Mais, tu sais, chaque fois, je le faisais pas. Puis je me disais, ça va mieux, là, ça va mieux, tu sais. Jusqu'au jour où je suis revenue ici, puis je me suis rendu compte que ici, j'accepterais jamais ça. Fait que c'est en revenant ici que tu t'es rendu compte que tu vivais ça. C'était pas là-bas. Ben, je m'en rendais compte pendant que j'étais là-bas que je vivais ça. OK. Puis, tu sais, en plus, là, il s'est mis à me mentir, puis plein d'affaires de même, puis j'ai trouvé des trucs. Fait que là, c'est ça qui a vraiment fait comme, OK, là, ça marche plus, là. Mais en arrivant ici, ça a été le déclic de me dire comme, non. Prochaine étape, moi, je le suis pas. On était censé déménager aux États-Unis. C'était la prochaine étape. OK. Moi, je suis venue juste ici en attendant. T'es jamais revenu. Puis j'ai jamais été le rejoindre. OK. Jamais. Tu lui as-tu recontacté depuis? Ben, j'ai pris un appart ici. Ça a été vraiment dur pour lui de l'accepter. OK. On a fait la longue distance pendant un petit bout jusqu'à temps que je me rebâtisse assez solide puis je reprenne assez confiance en moi pour faire comme, OK, je me suis retrouvée une job ici. C'était dur pour moi de retrouver une job. Il fallait que je gagne d'argent si je voulais me pogner un appart ici. Fait que c'était la première fois que je reprenais une job qui n'était pas en lien avec l'événementiel ou la musique. Fait que je suis retournée travailler en restauration, mais j'ai repris contrôle de ma vie puis de ma liberté. Puis un coup que tout ça a été mis en place, on dirait que je me suis sentie assez à l'aise pour me dire, OK, là, il pourra pas, il peut plus rien faire il peut plus rien faire, il n'y a plus de pouvoir sur moi. Même s'il revient ici, j'ai retrouvé ma stabilité, mes amis. J'ai plus besoin de lui, puis il n'y a plus aucun droit sur ce que je fais, de regard. T'as retrouvé une vie sans lui. Fait qu'un coup, je me suis sentie comme... Puis plus solide aussi émotionnellement, parce que moi, c'était vraiment beaucoup de violence psychologique puis émotionnelle. Fait que ça m'a pris du temps pour me retrouver, puis retrouver la solidité que j'avais un peu perdue en me cachant puis en m'effaçant pour essayer d'éviter les crises. Ces crises, fait que un coup que ça a été fait, j'ai fait comme, OK, je suis prête. Puis c'est là que j'ai coupé le cordon. Il a tenté de me recontacter quelques fois, mais on dirait que là, j'avais vraiment réussi à passer à autre chose. Puis c'est là que tu t'en veux pendant longtemps. Tu te remets à penser à ça, puis tu te dis, wow, comment j'ai pu accepter ça? Comment j'ai pu accepter de me faire parler de même? Comment j'ai pu accepter de me faire contrôler comme ça, puis de me faire dire quoi faire, quoi pas faire? J'avais du dégoût envers moi parce que je m'étais vraiment oubliée, puis je m'étais pas respectée. Mais c'est ça, c'est un cycle, ça fait partie de la game. Puis c'est un peu pourquoi aujourd'hui j'ai envie d'en parler, pour briser les tabous, pour briser les mythes, puis pour inspirer. On a tout un déclic. On a tout un déclic à un moment donné qui se passe. C'est quelque chose qui nous inspire à un moment donné puis qui nous dit « OK, je suis prête, c'est assez. Puis je suis prête à sortir de ça. » Puis je me dis, si un jour je peux être le déclic d'une fille qui est pognée là-dedans, tant mieux. Si elle écoute ma chanson, ma toune parle du moment où je me suis dit que c'était assez, puis que c'est pas ça que je méritais, puis que c'était pas de ma faute, puis que c'est pas ça que je voulais. Puis c'est de là-dessus que j'ai vraiment misé. Mes paroles de chansons sont vraiment basées là-dessus. J'avais pas le goût de revenir sur le mal qu'il m'avait fait, mais plus la libération. Le moment où j'ai repris contrôle de moi-même, puis que je me suis dit, OK, c'est pas ça que je veux. Puis je me dis, si un jour je peux inspirer une personne à faire le move puis à trouver le courage, ben ma job va être faite. Fait que c'est un peu pour ça, j'ai le goût de m'impliquer. Tu sais, j'ai autant, tu sais, des trucs comme justement Ingrid Falaise, que je suis certaine qu'elle aide des centaines de personnes à pouvoir se sortir de relations néfastes avec son livre Le Monstre. Je me dis, moi, ça m'a fait du bien d'en parler, ça m'a fait du bien, ça a été le premier pas vers la guérison. Je me dis, ben peut-être que ça va être le déclic de quelqu'un. Tant mieux. Puis, comment est-ce que ça a impacté comment toi tu agis dans les relations qui ont suivi? Parce que je sais que tu es avec un
avec un garçon très sympathique que j'ai rencontré. Oui. En plus, tu fais de la musique avec lui. Ouais. Super cool, ce gars-là. Ouais. Je l'ai adoré. J'ai été vraiment chanceuse parce que j'en parlais justement avec une autre auteure, compositrice, interprète. J'écoutais une de ses chansons dernièrement, puis on dirait que j'écoutais sa chanson sans vraiment m'arrêter aux paroles. Puis dernièrement, j'ai vraiment écouté, puis j'ai fait comme, OK, là, elle parle de violence conjugale. Fait que j'ai écrit. J'ai dit, tu sais, ta chanson, ça parle de ça. Puis elle me dit oui. Elle dit, ça fait 1 an que je suis sortie de ça. Puis là, on en a parlé, puis elle disait qu'elle trouvait ça dur de retomber en amour, de retrouver quelqu'un avec qui elle ferait confiance, puis avec qui elle se laisserait aller, puis que ça prenait vraiment du temps à se reconstruire, puis tout ça. Puis c'est là que j'ai réalisé, je me suis dit, wow, OK, j'ai été vraiment chanceuse parce que dans toute cette épreuve-là, quand ça a été le temps de revenir au Québec, j'ai recommencé à jouer avec un band au Québec qui faisait justement des spectacles aux États-Unis, puis tout ça. La grosse scène me manquait, fait que j'allais je suis retournée vers mes anciennes amours, si on veut, les gros spectacles, les revues musicales. Puis j'ai rencontré mon copain actuel dans ce cadre-là. Puis j'étais encore avec mon ex dans le temps. Puis lui, ça a été un ami qui m'a écouté, qui m'a supporté. Puis ça a été un ami avant tout. Puis quand ça a été terminé, il est encore là pour moi. Oui. Ça a dû contribuer à bâtir une relation de confiance. Ouais, soit ton vraiment. confident un peu. Oui. Puis j'ai été chanceuse parce que... Puis il a été très, très, très patient parce qu'il m'a écouté. J'en avais long sur le cœur. J'en avais jamais parlé à personne parce que je voulais pas que mes proches s'inquiètent pendant que j'étais là-bas. Fait que c'était une des premières personnes avec qui j'en parlais vraiment en profondeur. Puis tu sais, il a été patient. Là, c'est pas le fun là, quand tu commences à fréquenter quelqu'un puis qu'elle fait juste te parler de son ex, mais j'en avais besoin, puis il m'a écouté, puis il comprenait pourquoi j'en avais besoin. Puis ça a fait en sorte que il était tellement tout le contraire de cette personne-là, puis j'avais déjà confiance en lui parce que c'était un ami à la base, que ça a tout... tout le traumatisme que j'avais vécu n'a pas eu le temps de s'ancrer puis de germer vraiment profond en moi. Il est venu tout réparer puis effacer toutes les blessures qui étaient encore ouvertes. Puis il est venu comme un peu défaire tous ces traumatismes-là que j'avais en les remplaçant par une expérience positive. Fait que ça a vraiment, vraiment, vraiment contribué à en faire en sorte qu'aujourd'hui, tu sais, je regarde ça puis je me sens vraiment bien. Je me sens vraiment mieux. Ça va faire 4 ans qu'on est ensemble. Puis, tu sais, comme tu disais, on partage la musique. Aujourd'hui, c'est mon drummer dans mon projet de compo. C'est mon meilleur ami, c'est mon chum, mon confident. Tu sais, ça a été une grosse, grosse, grosse partie de la recovery, je te dirais. En fait, je dois ma recovery à lui. J'ai pas eu le temps de broyer du noir chez nous en me disant comme je serais plus jamais capable de faire confiance à un gars ou je serais plus jamais capable de me laisser aller ou d'aimer quelqu'un. On dirait que tu sais, j'ai pas habitude à d'habitude j'aurais pas été nécessairement à l'aise à sauter dans une autre relation tout de suite, mais vu que c'était quelqu'un que je connaissais, c'était un ami en lequel j'avais confiance. Ben, c'est pas une relation au début. Donc, ça a pris du temps. Ça a été graduel. Puis j'ai fait confiance en tant qu'ami en premier. Fait que ça a été vraiment un blessing, là, qu'il arrive dans ma vie à ce moment-là. Puis fuck, il a été patient. Tellement. Mais penses-tu que peut-être que la raison pour est-ce que tu as de la misère avec les labels, c'est peut-être parce que eux aussi essayent un peu de contrôler l'image que tu vas donner. Ça va peut-être te rappeler des situations, que tu te fasses contrôler, que ce que toi tu veuilles faire, comme on te limite là-dedans? Ben, en fait, c'est pas que j'ai de la misère avec les labels, c'est juste que les 2 expériences que j'ai eues avec les labels, ben 2, 3, je te dirais, là, quand j'étais bien, bien plus jeune aussi, j'en ai eu. C'est souvent beaucoup de belles promesses, pas beaucoup de résultats. Puis c'est souvent, justement, de me demander d'être autre chose que ce que je suis. Fait que c'est pas que j'ai de la misère, mais c'est juste que je me sentais peut-être plus à l'aise à
tant qu'à le faire, pour une fois pour toutes, je me suis dit, bien, aussi bien le faire de la façon que je veux le faire. Puis ça voulait dire de commencer indépendant. Je te dis pas que j'aurais pas un label un jour. Si ça clique puis je rencontre les bonnes personnes, je suis super ouverte à travailler avec une équipe qui croit en mes valeurs. J'ai peut-être juste pas trouvé le bon label avec qui travailler puis qui voyait vraiment ce que je suis, tel que je suis, et non juste pour un emballage marketing. C'est ça. OK. En tout cas, Isabelle, j'ai adoré te parler. C'était vraiment merci. Le fun. Je pense que les gens à la maison, ils ont beaucoup aimé t'entendre parler. Fait que comment est-ce qu'on pourrait te suivre sur les réseaux sociaux? Comment est-ce qu'on pourrait t'encourager dans ta musique? Tu peux le parler, l'exprimer à la caméra. Vous pouvez me suivre sur toutes les plateformes. Mon username, c'est Isabelle avec un Z, artiste sans le E, en un mot. Autant sur Facebook, Instagram, TikTok, whatever. Puis, TikTok, ça s'en vient. Je vous garantis pas que ma game est on, là, mais je travaille fort là-dessus. OK. Puis, sinon, sur toutes les plateformes d'écoute de musique en ligne, autant sur Spotify, Apple Music, Deezer, nomme-les. Isabelle avec un Z. Mon album s'appelle Version 2.0. Puis, il y a Version 2.0 en français qui va sortir cet automne, autour du mois de septembre. Un vidéoclip aussi qui va sortir cet automne. Puis, mon deuxième album qui devrait sortir au printemps 2021. That's it. Passez une bonne journée. Ciao!